Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Saint-Martin. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Vous êtes directeur général de Business France. On va en parler évidemment, Business France qui accompagne les entreprises françaises à l'international et les entreprises étrangères pour leurs investissements en France. Exactement. Avant de parler de l'attractivité de la France, justement, parlons de vous. Vous êtes un homme politique français. Vous avez été député, vice-président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, membre du bureau exécutif de La République En Marche. Aujourd'hui, directeur général de Business France. La politique, pour vous, c'était une vocation, l'engagement en tout cas. Quelle a été votre motivation ? C'est l'engagement qui est une vocation. La politique est une forme d'engagement. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a la vie associative, il y a tout simplement avoir l'ambition d'être utile à son échelle. Par contre, l'engagement, c'est une vocation comme beaucoup d'autres concitoyens. Et il se trouve que j'ai pris la voie de la politique à un moment de ma vie. J'y retournerai peut-être. J'y suis toujours d'une certaine façon en tant que conseiller régional en Île-de-France. Et j'essaie de concilier ça avec ce que j'aime faire aussi dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire accompagner les entreprises. Et c'est ce que je fais à Business France. Donc j'ai beaucoup de chance de cumuler les deux. Donc ce qui vous passionne, c'est ça, c'est cet accompagnement des entreprises pour les faire connaître, les faire grandir. Moi, ce que j'adore, c'est voir des entrepreneurs créer, innover et les pousser. C'est-à-dire soit les faire grandir par la croissance. J'ai fait ça pendant de nombreuses années à BPI France et à Oseo avant. Et aujourd'hui, avec Business France, je le fais à l'international. Et je trouve qu'en France, nous avons un tissu d'entrepreneurs absolument formidable, des personnes optimistes qui ont des idées très inspirantes au quotidien, qui font beaucoup de bien au moral, et qu'on peut leur être utile, et que l'État peut être à leur côté. C'est le cas de Business France avec l'export, c'est le cas aussi pour l'attractivité de nos régions par l'investissement étranger. Et bien effectivement, on arrive à coupler ce que l'on aime faire aux côtés des entrepreneurs et sa vocation d'engagement. On va parler d'attractivité de la France. La France est plutôt attractive, hein. On a vu les derniers rapports. En tout cas, les investisseurs étrangers sont là, en tout cas, malgré ce qu'on peut penser du contexte économique et de la crise politique actuelle. La France est redevenue attractive depuis 2017, 2018, et en 2019, nous sommes devenus le premier pays européen en termes d'investissement direct étranger, et on n'a jamais quitté cette première place depuis. Donc on est toujours leader en Europe. Pour la 5e année consécutive, c'est extrêmement important d'être un pays attractif parce que vous attirez des investissements. Ces investissements, ils vont dans des régions qui ont été désindustrialisées pendant des dizaines d'années. On crée de l'emploi, on revitalise des territoires. Et aujourd'hui, vous avez à Dunkerque la vallée de la batterie qui est en train de sortir de terre pour les véhicules électriques. Vous avez en Bourgogne-Franche-Comté des territoires comme le Creusot ou le territoire de Belfort sur lesquels on réindustrialise beaucoup. Bref, je pourrais vous citer plein d'exemples où, grâce aux investissements étrangers, non seulement on fait baisser le chômage en France, mais on recrée des industries. Pourquoi cette attractivité, selon vous? Pourquoi la France reste attractive? Est-ce que c'est quoi? C'est une question de confiance? C'est d'abord une question très pragmatique d'environnement fiscal et réglementaire. On a fait à partir de 2017, avec le président de la République et le gouvernement d'Édouard Philippe à l'époque, un vrai choc fiscal de baisse de l'impôt sur les sociétés, mais aussi d'un certain nombre de réformes, qu'elles soient fiscales ou du marché du travail, qui ont donné un climat d'investissement plus favorable en France. Et d'abord, les premiers investisseurs sont revenus pour ces raisons-là. Après, il se trouve que notre pays est un pays pro-business de plus en plus, et que les investisseurs et les entreprises étrangères le savent. Et donc, vous savez, construire des chaînes de valeur réindustrialisées, c'est dur au lancement. Mais après, il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire que les autres investisseurs dans le monde se demandent ce qui se passe en France. C'est vrai. Et quand vous êtes redevenu attractif, il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par ce que vous faites. Et comme on a beaucoup de talent, comme on a beaucoup de formation, comme on a des infrastructures et des services publics de qualité dans notre pays, et ben c'est tout ça qui fait que finalement la France est une très belle porte d'entrée pour le marché européen. Championne en investissement industriel, mais aussi en termes d'innovation. Extrêmement important. Absolument. Évidemment, première destination pour les investissements étrangers de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est un combo entre un environnement fiscal très favorable avec le crédit d'impôt recherche, qu'il faut conserver, parce qu'il est connu dans le monde pour ça en France, et puis aussi un tissu de recherche fondamentale, appliqué au service de l'innovation, au service des entreprises, qui est tout à fait complémentaire. Et donc, vous avez des entreprises qui investissent en France pour de la recherche et développement, pour de l'innovation, pour de la production, pour des bureaux, pour des centres de décision. Aujourd'hui, vous investissez en France pour à peu près tous les segments de vie de votre entreprise et toutes vos business units. Et c'est ça la réussite de ces 7 dernières années. Alors, forcément, on ne va pas occulter le problème de la dette en France, une possible augmentation de l'impôt, pas forcément sur les entreprises, mais est-ce que ce serait un bon signal ou un mauvais signal selon vous?
S'il doit y avoir une modification dans la fiscalité, il ne faut pas qu'elle vienne gréver et abîmer justement tous ces efforts d'attractivité. Donc il faut, comme souvent, nuancer et avoir une question de dosage. La réduction du déficit, j'ai été rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, elle est nécessaire. La réduction du déficit public dans notre pays, tous les experts sont d'accord. C'est une trajectoire qu'il faut prendre. La question, ce sera de savoir quel est le dosage entre le levier fiscal et la baisse de la dépense publique. Il faudra probablement les deux. Personnellement, je crois davantage à la baisse de la dépense publique au levier fiscal, justement pour ne pas perdre tout l'acquis et toute la dynamique que nous avons construit depuis maintenant 7 ans. En ce qui concerne les exportations, vous lisiez, quand on peut aider les entreprises et les PME en particulier à exporter, c'est très bien et l'État le fait. On a toujours un déficit commercial qui reste important, même s'il a tendance à se réduire. Comment faire pour retrouver un solde positif selon vous ? Il faut produire. Il faut produire Bien sur sûr. notre sol. Vous n'exportez pas ce que vous ne produisez pas. Donc la priorité absolue, c'est réindustrialiser la France. Nous avons laissé nos usines partir pendant plus de 25 ans. On en rouvre plus qu'on en ferme aujourd'hui en France. On baisse le taux de chômage industriel dans notre pays. Le chemin, c'est celui-là. Avec le plan France 2030, 54 milliards d'euros, on a aujourd'hui de quoi mettre à niveau notre niveau d'investissement là-dessus. Ça suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait plus d'entreprises qui se lancent à l'export et qui tentent l'aventure de l'international. Et ça, c'est notre travail à Business France. D'aller les voir, d'aller les convaincre justement que l'export, c'est une chance pour eux. C'est une diversification du risque business. C'est aussi des formes. Il faut prendre ce risque même dans il faut toujours le prendre. Ces temps d'incertitude. Au contraire. Voilà. De façon contracyclique, c'est beaucoup plus intéressant de le prendre maintenant. Quand votre marché est parfois, sinon atone, en tout cas, peut créer un peu d'incertitude et d'attentisme, comme on l'a, ou d'inquiétude. Ou d'inquiétude, comme on peut l'observer depuis ces derniers mois. Raison de plus pour attaquer les marchés étrangers. Raison de plus pour aller dans les zones de croissance. Vous en avez plein. Asie du Sud-Est, pays du Golfe, en Afrique, en Amérique latine. Allez exporter dans des pays où les produits français ont une bonne réputation, de qualité, d'innovation. C'est pas facile, donc il faut se faire accompagner. C'est le rôle de Business France. Il y a aussi l'aspect image de marque de ces entreprises, le côté vertueux en termes d'environnement, etc. Est-ce que ça, c'est un élément qui est porteur aussi sur le marché étranger? Oui, la France a une réputation en termes de décarbonation notamment qui est de plus en plus visible et de plus en plus forte. Décarbonation de notre propre industrie et puis aussi exemplarité pour les entreprises. Avec un certain nombre de réglementations, françaises ou européennes. Bien sûr. Parfois, les entrepreneurs s'en plaignent un petit peu. C'est vrai que ça peut être lourd. Mais c'est aussi, comme vous le dites, un vrai facteur différenciant à l'international. Parce que de toute façon, les appels d'offres publics, par exemple, les investissements internationaux, demandent à ce que les entreprises soient exemplaires et de plus en plus sur ces critères-là. Et je cite le critère de la décarbonation. C'est vrai aussi sur les critères sociaux et sociétaux. C'est vrai aussi sur les critères de gouvernance. Vous dites que la culture d'export n'est pas forcément une culture qui est suffisamment ancrée en France. C'est vrai. On n'a pas une culture historique de l'export aussi développée que nos voisins allemands et italiens, par exemple. Parce que nous ne sommes peut-être pas les petits-enfants de Marco Polo nous-mêmes et qu'on n'a peut-être pas le même rapport au commerce international dans notre histoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le talent pour le faire. On a à peu près 150 000 entreprises exportatrices en France aujourd'hui. Je pense qu'on peut l'augmenter de bien 30-40%. C'est faisable. Il y a les entreprises pour ça. On a besoin de muscler nos PME pour qu'elles deviennent de belles PME, des ETI vraiment capables de conquérir les marchés à l'international. On a tous les atouts pour le faire. C'est un peu aussi souvent dans la tête du chef d'entreprise que ça se décide. Il faut débloquer parfois les réticences. Ce petit frein à l'international qui est pourtant une chance incroyable. À Business France, je vais vous donner un chiffre. On a 13 000 entreprises qu'on accompagne à peu près par an. C'est plus de 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires export additionnel en 2023 pour ces entreprises. Donc, important. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à pénétrer le marché étranger, mais vous avez essayé. Vous n'avez rien à perdre, à tenter l'export. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. On va rester là-dessus. Question du Collège de Paris à présent, après le jingle. La question du Collège de Paris. La question des étudiants du Collège de Paris, communauté d'école qui rend l'excellence accessible à tous. Laurent Saint-Martin, c'est celle-ci, celle que vous avez choisie. Est-ce que vous mettez en place des actions spécifiques pour soutenir l'emploi des jeunes, notamment ceux issus des territoires qui sont moins favorisés? On le fait nous-mêmes comme agence, on essaie d'être exemplaires au maximum par notre embauche. Par nos alternants, nous avons beaucoup d'alternants et nous utilisons beaucoup ce formidable outil. Mais surtout, notre levier d'emploi pour les jeunes, notamment issus des quartiers politiques prioritaires de la ville, c'est le VIE.
Le VIE, vous savez, c'est le volontariat international en entreprise ou le volontariat international en administration. Nous en avons près de 12 000 dans le monde, en ce moment même, qui sont envoyés par Business France dans les entreprises. Eh bien, nous avons un programme qui s'appelle le VIE pour tous, où nous subventionnons et nous aidons les entreprises qui vont choisir justement des profils qui parfois n'ont pas la même chance de connaître l'ensemble des outils français et à qui peut-être on ne donne pas les mêmes possibilités d'accès. Et ben nous voulons justement encourager ça. Et donc les soutenir et les former si besoin pour qu'ils puissent atteindre les niveaux requis. Absolument. Question tremplin handicap à présent, l'association qui œuvre justement à faciliter les parcours académiques et l'insertion professionnelle des jeunes qui ont un handicap. C'est juste après le jingle. La question du tremplin handicap. Quelles actions de communication interne et externe sont mises en place par votre organisation pour faire bouger les lignes en matière de handicap? Alors, de la communication, on en fait, mais on préfère l'action. Et l'action que l'on fait pour la sensibilisation au sujet du handicap, elle est d'abord très interne dans nos équipes. On a lancé un parcours de formation et de modules avec un certain nombre d'associations, notamment sur le handicap invisible, sur lequel, notamment avec des objets de réalité virtuelle, on fait des parcours de formation pour l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent davantage le connaître, mais aussi sur les problématiques de handicap visible avec un certain nombre d'associations partenaires que nous avons fait. On a fait un événement aussi le 6 septembre dernier à la fin des JOP, les Jeux paralympiques. C'était à Paris. On a réuni beaucoup d'acteurs du sport, mais pour parler d'inclusion en entreprise. Ça a été un formidable succès. Et puis ça a marqué beaucoup les esprits. Il faut que l'élan se traduise par du long terme. Absolument. Mais vous savez, l'entreprise peut être un formidable relais d'exemplarité sur l'inclusion, sur l'accessibilité. Et le sport, et notamment les Jeux paralympiques, ont été une formidable vitrine. Donc c'est ça qu'il faut mettre en commun. C'est notre travail de le faire ainsi. Et puis on a une grande fierté, puisqu'on parle des Jeux paralympiques, c'est que vous connaissez Dorian Foulon, maintenant tout le monde le connaît, notre champion paralympique. Eh bien, il est suivi à Business France dans ce qu'on appelle les bourses de mécénat, dans les parcours de performance. On l'accompagne justement professionnellement pour la suite, non pas de sa carrière sportive, nous ne sommes pas des coachs, mais nous sommes des coachs professionnels pour la suite de sa vie en entreprise. Et au moins, ça fait apparaître en tout cas une personne inspirante justement qui peut... en tout cas, débloquer des choses chez les personnes qui veulent suivre son chemin. Merci beaucoup. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez poser des questions. Question de l'hémicycle après le jingle. La question de l'hémicycle, à Business France, qu'est-ce que vous auriez envie, ou peut-être pas Business France d'ailleurs, en tant que patron, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à nos hommes politiques aujourd'hui? Un message à faire passer, un coup de gueule, un questionnement. Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux, c'est à vous. Ces dernières années, la France a connu beaucoup de crises et les finances publiques ont été fortement sollicitées pour y répondre. Ça a été le cas de la crise Covid, ça a été le cas de la crise énergétique suite à la guerre en Ukraine. Ces dépenses étaient nécessaires. Aujourd'hui, il y a un défi de finances publiques, on en parle beaucoup. Forcément, à Business France, nous sommes soucieux du maintien de l'attractivité qui a pu être permis ces dernières années. Et donc, plus qu'une question, c'est une demande, c'est un engagement auprès du nouveau gouvernement, à la fois de savoir évidemment porter des trajectoires de maîtrise des finances publiques, il le faut, mais ne pas abîmer, ne pas casser toute la réussite de l'attractivité française de ces dernières années. Je crois profondément que ce cumul est possible. C'est parfois un calcul fin à trouver entre différents leviers de fiscalité, de réduction de la dépense publique, mais je crois que c'est indispensable de ne pas abîmer la réduction du taux de chômage qui a été fait ces dernières années, tout en répondant à la crise possible de la dette et des dépenses publiques qui est devant nous. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Laurent Saint-Martin d'avoir participé à notre émission Décideurs engagés. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.